Claire et Frédéric, on se retrouve donc comme convenu pour répondre aux questions des internautes. Il y a une première question de Dorothée qui, je pense, s'adresse à vous deux. Peut-être, Claire, que tu peux y répondre dans un premier temps. L'aspect financier bloque parfois. Et la question de Dorothée, c'est comment argumenter de l'importance du collectif et du changement organique nécessaire à la survie auprès de Codir, d'autant plus quand ils sont cotés en bourse et drivés en priorité par le budget. Merci Mickaël et merci Dorothée pour cette question. La première des choses, c'est qu'effectivement, rien ne se fait, c'est pour ça qu'on travaille avec des dirigeants, rien ne se fait s'il n'y a pas de conviction par la personne ou les personnes ou l'équipe dirigeante qui va porter le sujet, le projet. Donc oui, évidemment, l'aspect financier est là. Peut-être qu'il faudrait commencer par faire juste un diagnostic de comment fonctionne cette organisation aujourd'hui et démontrer de façon assez facile, et notamment en appui sur la méthodologie dont j'ai parlé là précédemment, démontrer les bienfaits et les bénéfices concrets qui peuvent être réalisés en libérant, en sortant des silos, en décloisonnant, et puis en mettant en place des approches qui constituent à mettre les gens au bon endroit, c'est-à-dire permettre à chacun d'être à sa juste place et de poursuivre ce diagnostic par avant cette personne-là, voilà ce qu'elle est capable de faire et voilà, par rapport à son poste aujourd'hui, et demain, en la mettant à sa juste place et en valorisant ses talents, elle serait capable de déployer ceci ou cela. Et nous, on l'a fait récemment dans une organisation, enfin, c'était en début d'année, juste avant le premier confinement, au sein d'une direction RH, où effectivement, il y a eu une recomposition des membres de cette direction. Et là, pour parler aspect financier, en fait, ça ne coûte pas très cher. Recomposer sans recruter et mettre les bonnes personnes au bon endroit, ça ne coûte pas cher, ça coûte finalement juste l'accompagnement. Et derrière, le bénéfice qu'ils en tirent, peut se mesurer de façon très concrète et financière. Donc c'est plus créer le déclic finalement. Frédéric, est-ce que tu as un avis sur le sujet ? Je trouve que c'est effectivement un peu la quadrature du cercle, hein, la question de Dorothée, performance économique, financière versus transformation de nos relations de travail. C'est certain que le capitalisme tel qu'on l'a connu, il doit aussi se transformer. Et je rejoins tout à fait Claire sur le fait que ces évolutions, elles doivent être portées au plus haut niveau de la gouvernance de l'entreprise et des investisseurs, c'est certain. Vous savez, on dit parfois le poisson pourri par la tête. Moi, je pense que c'est la même chose de l'autre côté, hein, pour l'aspect positif des choses. Et je pense qu'il faut qu'on aille progressivement vers une voie un peu mixte du capitalisme qui fasse un équilibre entre le profit financier, qui est nécessaire évidemment, qui est une finalité majeure et primaire de l'entreprise, et la recherche d'impact positif. Je pense qu'on va y venir. On est parti des entreprises de l'ESS avec les labels Bicorp, etc. Ça va devenir un levier en fait de performance économique. On voit bien que ça change puisque de plus en plus on prend en compte des critères d'impact, notamment social, environnemental, dans l'évaluation de la performance de l'entreprise. Hein, les fonds d'investissement aujourd'hui, par exemple, dans les critères d'évaluation de performance et d'impact de l'entreprise, commencent à intégrer ce type de critères. Ça, c'est assez nouveau, mais ça se développe de plus en plus. Et on voit les grandes entreprises également évoluer dans ce sens-là. Alors, j'avais envie de donner l'exemple de Danone. Alors, c'est vrai qu'avec les dernières annonces d'Emmanuel Faber sur les réductions d'effectifs, c'est peut-être pas la bonne actualité à valoriser. Mais c'est vrai que l'exemple de Danone était assez symbolique de ce point de vue-là, puisque c'est une grande entreprise qui a choisi, avec sa gouvernance, de passer entreprise à mission, qui a développé ce travail collectif sur la raison d'être et qui a choisi justement de mixer la performance économique et financière attendue par les actionnaires et une volonté, en tout cas, de prendre un chemin
vers de l'impact social, environnemental, sociétal. Donc, moi, j'y crois assez, mais c'est vrai que le chemin, il sera long et pavé d'embûches et que, effectivement, dans une entreprise dont le seul driver est le résultat financier et l'EBITDA, la dernière ligne en bas du tableau, c'est certain que c'est très difficile d'en arriver à cette transformation de mode de fonctionnement. Ou alors, il faut vraiment être en capacité de démontrer aux équipes de direction qu'effectivement, ces évolutions dont parlait Claire, elles vont avoir un impact direct sur la performance, sur le ROI, sur le rendement en fait des actions des équipes. Et je rajouterais peut-être quelque chose à ce qu'a dit Frédéric aussi, c'est que ces entreprises-là vont progressivement manquer d'attractivité par rapport à des talents, par rapport aux personnes qui souhaitent s'engager, rejoindre une entreprise qui a autre chose à proposer, un autre projet que l'économie pure. Alors ça, c'est vrai, Claire, je te rejoins parfaitement aussi. On le voit, alors c'est évident quand on recrute. Hein, moi, je le vois depuis que je travaille dans un secteur associatif au profit de causes d'intérêt général, d'utilité publique. On reçoit énormément de candidatures et les candidats ont toujours cet argument majeur qui est je n'en peux plus de travailler dans des entreprises qui manquent de sens. Et pourquoi je veux venir à l'associatif ou vers des causes d'intérêt général, c'est parce que j'ai besoin de ça. On le voit aussi dans toutes les enquêtes qui sont réalisées aujourd'hui auprès des jeunes diplômés dans les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs. Hein. Et c'est vrai que dans les grandes entreprises se pose beaucoup cette question d'attractivité des jeunes talents. Et aussi de la fidélisation des jeunes talents, en fait, par cette recherche effectivement de sens, qui existait aussi dans nos générations, hein, quand même, mais qui est effectivement peut-être aujourd'hui plus forte parce qu'on est tous désormais conscients de l'état de la planète et du fait qu'il y a des changements majeurs à court terme qu'il faut mettre en œuvre. Et on voit bien que la crise sanitaire de la Covid, de ce point de vue-là, elle a eu un impact. Regardez toutes ces inventions, cette créativité des entrepreneurs, par exemple sur les sujets de l'alimentation, avec les circuits courts, etc., dans le commerce. On voit bien qu'il y a des questionnements en fait sur tous ces sujets environnementaux, sociaux, sociétaux, et que c'est ce qui va effectivement apporter de l'attractivité aussi aux entreprises demain. Ça va être difficile, à mon avis, pour des entreprises, même cotées en bourse, demain, de continuer à se développer en se basant uniquement sur de la performance financière. On a une question en ligne. Connaissez-vous le curseur managérial élaboré par gouvernance cellulaire? Est-ce que gouvernance cellulaire, ça vous parle, Claire, Frédéric? Pas moi. Non. Donc, on ne pourra pas réagir, mais en tout cas, on ira voir. Merci pour la question. La personne, qu'est-ce qu'elle entend par gouvernance cellulaire? On va regarder ça, oui. Ça a l'air intéressant. Le chat reste ouvert, donc effectivement, on peut l'inviter à poser une question ou à expliciter le sujet en une phrase. Dorothée réagissait justement à votre réponse tout à l'heure en disant finalement, est-ce que c'est pas la réussite de certains, ceux qui prennent le pli du changement, qui donnera envie aux plus réfractaires de remettre l'humain et le collectif au cœur de la dynamique, c'est-à-dire l'effet d'entraînement finalement? Bah oui, moi ça me semble évident. Il y a toujours, c'est comme dans tous les sujets, hein, il y a toujours un rôle modèle et quelqu'un qui va porter le changement, qui va porter la transformation et qui va emmener les autres. Et c'est un peu, il me semble, hein, alors en tout cas c'est un espoir que j'ai. J'en parlais dans l'émission tout à l'heure, qu'il y a vraiment depuis quelques mois, notamment avec la crise sanitaire, une espèce d'accélération de cette réflexion et de cette volonté. Et on voit le nombre d'entreprises qui ont décidé de se transformer en statut d'entreprise à mission. C'est quand même pas anodin parce que c'est vraiment passé d'une RSE qui était quand même quelque part un peu de la communication à une vraie volonté de sortir de la performance économique pure et d'ajouter une valeur ajoutée complémentaire avec un objectif. Enfin, moi, j'en suis convaincue. C'est ce que je proposais dans mon bouquin que j'ai écrit en fait il y a 2 ans, hein, maintenant, le temps que ça sorte, que ce soit publié. C'est
c'était en 2018, de dire qu'effectivement, le fait d'ajouter ce positif business, entre guillemets, cet impact positif, ça allait avoir à terme pour l'entreprise un impact clair aussi sur la performance économique. Donc tous ces modèles qu'on voit arriver avec des boîtes, alors ça a commencé bien sûr par des boîtes mutualistes, je pense évidemment à la Maïf, etc. Mais on le voit aussi avec des gens comme chez Danone. Ça donne des modèles aussi que les autres entreprises peuvent derrière avoir envie du coup de prendre s'ils arrivent à démontrer effectivement que ça a un impact sur la performance économique de la boîte. Et franchement, on voit bien que dans les fonds d'investissement, les investisseurs, ça a commencé aux États-Unis il y a quelques années. Alors, j'ai plus en tête la référence, mais cet investisseur, cet énorme fonds d'investissement qui avait écrit à toutes les boîtes qui l'accompagnaient pour leur dire que désormais, il faudrait qu'il y ait ces indicateurs-là, en fait, dans leurs résultats annuels et que l'évaluation se ferait maintenant sur des indicateurs d'impact sociaux et environnementaux. C'est quand même une vraie petite révolution qui est en train d'arriver. Là, il me semble. Oui, et puis je suis complètement d'accord avec Frédéric. Et c'est vrai aussi que nous, on est en train de mettre ça en place. On parlait de notion d'exemplarité tout à l'heure, et il faut toujours qu'il y en ait un qui en parle. On essaie d'interviewer des dirigeants qui passent par ces transformations-là pour qu'ils puissent partager leur expérience, partager ce qui s'est passé au sein de leurs organisations, partager comment les équipes ont pris les choses. Et j'étais pas plus tard que de 15 heures, de 14 heures à 16 heures, j'étais en visio avec un codir. Et en fait, ils ont commencé à diffuser l'information sur les transformations qui vont arriver au niveau justement de la composition de ces intelligences collectives, de faire émerger et de partager des axes stratégiques, des enjeux stratégiques avec leurs équipes. Et il y a un enthousiasme qui est en train de se mettre en place et ça suscite beaucoup d'engouement. Et finalement, là où ils avaient un certain nombre de craintes, d'interrogations, ça tombe parce qu'ils prennent conscience que finalement, tout le monde a envie de ça. Et donc, on va inviter tous les dirigeants qui voudront bien se prêter au jeu de partager leur expérience via des mini-vidéos pour dire comment ils ont vécu ça et comment aussi les équipes le vivent. Et puis, au-delà de vivre ça, concrètement, qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence de avant et après? Ça incitera ceux qui sont plus réticents à y aller. On a eu la définition de gouvernance cellulaire qui est donc très proche de l'holacratie. Et l'holacratie, justement, qui faisait l'objet ces jours-ci d'une publication dans l'Observatoire du Grand Rebond, qui, je le rappelle, est disponible sur une appli mobile que vous pouvez retrouver sur le site legrandrebond.fr, avec le cas de Octo Technologies, qui a très bien expérimenté en la matière avec plusieurs années et qui, dans ce témoignage au sein de l'Observatoire, pèse aussi bien les succès que les échecs, le pour et le contre. En tout cas, ils sont évidemment très pour. Ils le défendent même ardemment. Aujourd'hui, ils étaient sur la scène de Next Gen Enterprise pour également faire ce retour d'expérience. Mais c'est pas sans difficulté, effectivement, à mettre en place. En tout cas, merci à l'internaute pour la précision. Et je vois qu'on a une autre question de Pauline qui s'adresse plutôt à Claire, je pense. Une fois que, en tant que collaborateur, collaboratrice, quand on connaît ses plaisirs de faire, donc ses talents ADNiques, comment s'en servir pour travailler en harmonie avec les autres, donc avec ses collègues, tout en accomplissant les objectifs de l'entreprise? En fait, les deux ne sont absolument pas antinomiques. Pour qu'il y ait une puissance qui se dégage et qu'il y ait de l'engagement et de l'adhésion au projet d'entreprise, ça veut dire que l'entreprise a des besoins et de l'autre côté, il y a des talents. L'objectif, c'est de mettre ces talents-là au bon endroit par rapport aux objectifs de l'entreprise. Donc, on peut être parfaitement aligné avec les objectifs de l'entreprise et faire en sorte que ces objectifs de l'entreprise, dans le cadre de la mission qui est donnée à la personne,
soit aligné avec les talents de la personne. Donc, c'est exactement ce que pose le modèle. C'est finalement, il n'y a pas d'opposition entre les talents d'un côté et l'entreprise de l'autre. C'est la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a une mission, qui a une vision, qui a des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là sont déclinés en besoins en termes de talents et de compétences. C'est d'aller chercher les bonnes compétences et bons talents pour les mettre au bon endroit et faire en sorte que cela génère de la performance d'un côté et de l'épanouissement de l'autre. Donc, les deux sont parfaitement possibles. Et ce qu'on va faire, c'est d'aider la personne déjà à se réapproprier ses talents, parce qu'on peut être dans le cadre d'une fonction, utiliser une partie seulement de ses talents. La première des choses, c'est d'aider la personne à s'approprier l'ensemble de ses talents, qu'ils soient utilisés ou non dans le cadre de sa fonction, et ensuite de l'aider à traduire de façon très concrète comment est-ce que cette personne-là les met en œuvre, à quoi ça répond, et puis de lui permettre aussi de le faire savoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle valorise ou elle s'assure que ce soit valorisé par l'entreprise, par son manager, par les personnes qui l'entourent. Et c'est important parce que la valorisation, elle génère aussi de l'épanouissement. Quand on est reconnu pour savoir faire des choses, c'est quand même beaucoup plus agréable de contribuer. Alors, on a Louis qui est connecté et qui nous dit « J'ai 23 ans et je suis en pleine réorientation vers un nouveau projet d'études ayant plus de sens pour moi. Est-ce que, Claire, tu as une zone d'expérience en matière de reconversion avec cette approche justement de finalement un mapping entre les talents adéniques et des plans de carrière ?» Complètement. Aujourd'hui, on l'utilise, on le décline dans différentes configurations, pas seulement au niveau des comités de direction, mais on le décline aussi. Nous, on conduit des bilans de compétences, par exemple, et aujourd'hui, on intègre le profil T5 systématiquement dans les bilans de compétences pour permettre à la personne déjà de savoir ce dont elle est capable, ce qu'elle aime faire, et ça rend la personne responsable dans ses choix de réorientation. Ça la rend aussi responsable et lucide sur la typologie d'entreprise qu'elle peut rejoindre demain. C'est très important quand on est en réorientation de vérifier que ce qu'on va rejoindre comme entreprise demain correspond bien, ou en tout cas se rapproche le plus possible de ce qu'on est capable et de ce qu'on a envie de faire. Donc oui, on l'utilise complètement dans les cas de réorientation. On l'utilise également dans les coachings, parce que ça aide aussi la personne à mieux apprendre sur elle-même, à mieux se connaître. Et donc, quand on se connaît bien, on a aussi une capacité à mieux se valoriser et aussi à mieux s'affirmer vis-à-vis de son environnement. Très clair, c'est le cas de le dire. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, Claire et Frédéric, avant qu'on coupe la session ? Moi, je veux bien, en répondant à une des questions et à quelques indications données par la personne justement là qui nous proposait tout à l'heure la gouvernance cellulaire, et qui nous parlait aussi de la citoyenneté active et de l'intérêt à mettre les talents aux endroits stratégiques pour l'intérêt général. Alors évidemment, en tant que responsable d'une organisation associative d'intérêt général, je suis assez sensible à cela, et effectivement, réinventer les métiers, mettre les talents aux endroits stratégiques, c'est peut-être effectivement aller davantage vers de l'intérêt général et de l'intérêt collectif, et ça peut être certainement aussi un moyen de créer du collaboratif et de l'intelligence collective dans son organisation. Je pense notamment aux entreprises qui de plus en plus, dans le cadre de leur politique RSE, mettent en place du mécénat de compétences auprès d'associations comme par exemple la Ligue contre le cancer et toutes les autres, et qui permettent ainsi à leurs salariés de s'engager en complément de leur activité professionnelle et de leurs objectifs professionnels pour des causes pendant le temps d'activité professionnelle, pour des causes justement dans lesquelles ils vont trouver du plaisir et du sens,
ça va venir compléter quelque part le plaisir et le sens qu'ils ont déjà dans leur travail. Et je vous pourrais citer en fait un dirigeant d'entreprise qui travaille en mécénat de compétences avec moi depuis quelques mois, qui m'aide énormément et qui me disait que cette manière de travailler l'aidait aussi à fidéliser les jeunes talents dans son entreprise. Hein, c'est quand il est dans une entreprise informatique, donc ces jeunes talents, il faut pouvoir les garder, et que finalement c'était aussi un élément de motivation des équipes, que de ne pas s'occuper que finalement du business, mais de pouvoir aussi avoir des temps où ils s'engageaient, voilà, sans qu'il y ait forcément en face un ROI direct pour l'entreprise, une performance économique directe, mais de s'engager pour des causes, et donc en mécénat de compétences. Et j'aime bien ce lien que faisait cette personne dans le chat avec l'intérêt général. Et effectivement, en politique, c'est un petit peu ça aussi, certainement. Voilà. Et puis, juste sur le sujet de l'holacratie et de la gouvernance cellulaire, je me disais aussi que ça prend aussi plein de modalités différentes. Hein, dans le bouquin Le guide du dirigeant responsable, j'avais plein de dirigeants témoins qui racontaient la manière dont ils avaient mis en place des choses, avec effectivement notamment ces systèmes de cercle. Je pense à Antoine Blondel, par exemple, en Normandie, là, sur les services d'aide à domicile, mais également des gens comme Emery Jacquia à la CAMIF, qui s'est aussi transformé en entreprise à mission et qui n'a pas libéré son organisation, mais qui par contre a mis en place des tas de choses en fait dans l'entreprise pour favoriser de la transversalité, de l'intelligence collective. Donc finalement, je pense qu'il y a plein de modèles différents. Il n'y a pas forcément un modèle unique vers lequel il faut tendre, parce que chaque entreprise est unique et a son propre ADN, mais qu'effectivement, y intégrer ces sujets de citoyenneté, d'intérêt général, de sens collectif, ça peut être un moyen progressivement d'aller vers ces transformations dont on parlait tout à l'heure. Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais je suis complètement d'accord et alignée avec Frédéric. Et puis, tout dépend du point de départ de chaque entreprise aussi. C'est-à-dire que il y a aussi une culture d'entreprise, on n'en a pas parlé ce soir, mais tout dépend de la culture d'entreprise, parce que ce genre de transformation, ça impacte complètement la culture d'une entreprise. Ça, au-delà de ses process et de ses façons de faire. On peut pas faire du copier-coller dans des transformations. C'est important de connaître le point de départ et puis d'identifier, de construire avec les équipes, les équipes dirigeantes et les équipes opérationnelles d'ailleurs, quelle peut être l'étape acceptable et comment est-ce qu'on y va, parce que ça demande des efforts, ça demande de l'organisation, de la structuration, et il faut aussi regarder si le timing est bon pour ne pas déstabiliser le business, parce qu'il faut quand même continuer à ce que l'entreprise puisse faire du business. Donc, tous ces éléments-là sont à combiner, et c'est à partir des différents critères que l'on va construire finalement un chemin de transformation qui soit adapté et qui soit acceptable et absorbable par tous. Claire et Frédéric, il me reste à vous remercier à nouveau pour votre participation à l'émission. On peut remercier aussi les internautes qui nous ont posé des questions très pertinentes et intéressantes. Et puis, on donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet qui est le co-développement. Vaste sujet. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci à tous et bonsoir. Au revoir.